Dans la dernière décennie, la relation entre le Québec et la Chine s'est beaucoup développée. La Chine est aujourd'hui le deuxième plus grand partenaire commercial du Québec au monde. Or, dans la foulée de ce développement, un organisme chinois controversé s'est silencieusement implanté au Québec, les Instituts Confucius. Mais pourquoi justement sont-ils aussi controversés? Les Instituts Confucius, depuis leur création en 2004, se multiplient rapidement à travers le monde. Selon le site internet officiel de l'Institut Confucius au Québec, la mission consiste à promouvoir l'enseignement de la langue chinoise et à favoriser les relations entre la Chine et le Canada. La mission en soi apparaît tout à fait convenable. Pourtant, l'établissement de l'organisme au Québec pose certains enjeux. L'Institut Confucius s'est installé en 2007 grâce à un partenariat avec le Collège Dawson à Montréal et avec l'Université de Sherbrooke. L'organisme avait d'abord approché l'Université de Montréal et l'Université McGill, mais elles avaient préféré ne pas s'y associer. L'Université Harvard aux États-Unis avait pareillement rejeté la proposition. Pourquoi? Parce que cela compromettait l'indépendance universitaire, un pilier fondamental de la liberté académique. En effet, les Instituts Confucius sont issus d'un programme qui a été élaboré par le gouvernement chinois. Contrairement aux instituts similaires de France, d'Allemagne ou d'Espagne, dont les mandats stipulent qu'ils doivent être indépendants de leur gouvernement respectif, les Instituts Confucius sont directement financés et contrôlés par le Parti communiste chinois. Ainsi, la vision du monde et l'idéologie qui sont véhiculées par les Instituts Confucius sont celles qui sont autorisées par le gouvernement chinois. Quelle place, par exemple, un enseignant de l'organisme peut-il attribuer au Tibet, au massacre de la place Tiananmen, au traitement des Ouïghours ou aux droits de la personne? Comment traite-t-il la relation controversée entre la Chine et Taïwan, tout particulièrement dans le contexte de la COVID-19? Pourra-t-il même attribuer une quelconque responsabilité au Parti communiste chinois pour ce qui est de la pandémie? Bref, la structure même des Instituts Confucius a fait en sorte que le Québec, comme la plupart des pays occidentaux, leur ont réservé un accueil pour le moins hésitant. Ceci étant dit, nous l'avons mentionné, certains établissements scolaires du Québec décident néanmoins de faire affaire avec les Instituts Confucius. Après tout, les programmes scolaires offerts permettent effectivement aux étudiants d'ouvrir leurs horizons sur le monde et d'apprendre une nouvelle langue. En 2013, le Cégep de Limoilou, après une vive dénonciation de l'association étudiante, s'associe à l'Institut Confucius du Collège Dawson et devient la première classe Confucius pour l'Est du Québec. En 2014, le Collège Bourget à Rigaud, puis en 2016, le Collège Regina à Sompta, à Montréal, deviennent aussi des classes Confucius. Au Cégep de Limoilou, par exemple, les services offerts sont des cours de mandarin et de calligraphie, des initiations à la culture chinoise. En plus de l'enrichissement des programmes de formation, il y a aussi un autre aspect important à considérer, la possibilité d'augmenter ses revenus. Dans un contexte de restrictions budgétaires, les fonds et le matériel didactique que l'Institut Confucius met à la disposition des étudiants représentent des économies. Pour le Cégep Dawson, c'est 250 000 $ par année, environ 3% de son budget annuel. Mais il y a plus, la perspective d'un afflux d'étudiants internationaux chinois qui pourrait aussi considérablement augmenter les revenus. En effet, un institut Confucius agit aussi comme une porte d'entrée. À titre d'exemple, depuis qu'une commission scolaire en Colombie-Britannique a établi un partenariat avec un institut, ses revenus sont passés de 14 millions de dollars en 2012 à 37 millions de dollars en 2019. Environ 2000 étudiants étrangers, majoritairement chinois, sont passés par la commission scolaire. Encore mieux, les administrateurs de la commission scolaire se font offrir à chaque année des voyages, tous frais payés, en Chine. Évidemment, ça soulève l'enjeu de la dépendance des établissements scolaires à du financement étranger. De plus en plus, malgré les bénéfices, les critiques se font fréquentes. Mais sont-elles exagérées? En 2014, un colloque académique indépendant est organisé au Portugal sur les études chinoises. L'Institut Confucius local avait participé au financement de l'événement. Or, la veille du début du colloque, les employés de l'Institut remarquent que les programmes contiennent de la publicité pour une organisation de Taïwan qui avait, elle aussi, participé au financement de l'événement.
Après avoir volé en secret les programmes de l'événement à l'organisateur du colloque, les employés de l'Institut Confucius se sont enfermés dans un appartement et ont arraché dans tous les exemplaires les pages qui contenaient cette publicité pour l'organisation de Taïwan. Tout ça a bien sûr fait scandale, mais cette manœuvre demeure seulement un exemple parmi d'autres. Selon le Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, il s'agit au bas mot d'un instrument du soft power de la Chine, qui s'inscrit dans une vaste campagne de mise en valeur de sa puissance politique, sociale, économique et militaire. Mais certains considèrent aussi que les instituts Confucius, sous couvert de transmission du savoir et de rapprochement entre les cultures, servent à des activités d'espionnage. Selon Michel Junot Katsuya, un ancien cadre et agent de renseignement du SCRS, tous ceux qui suivent des cours d'un institut Confucius sont susceptibles de devenir des agents d'influence ou d'être utilisés, parfois même malgré eux, par le service de renseignement chinois. Les instituts Confucius s'associent toujours avec des établissements scolaires, car en s'infiltrant dans les universités et cégeps, ils peuvent avoir accès à la recherche industrielle, technique et technologique par exemple. Ils peuvent influencer les étudiants et les enseignants et recueillir toutes sortes d'informations. N'oublions pas que le gouvernement chinois est derrière chaque institut Confucius. Un exemple récent. En 2019, le dirigeant d'un institut Confucius associé à une université belge a été privé de visa par la Belgique et interdit de séjour dans les 26 États de l'espace Schengen. Il était soupçonné d'agir comme espion et de recruter d'autres espions. Les allégations étaient donc fondées. En somme, les instituts Confucius, malgré leurs allures et leurs activités inoffensives, sont l'objet d'une surveillance continue, car ils agiraient aussi comme des centres de propagande et comme de véritables nids d'espions. Il y a un autre aspect à considérer. Une fois installés, les instituts Confucius peuvent aussi servir de levier pour les intérêts du gouvernement chinois, comme en témoigne un épisode récent qui s'est déroulé au Nouveau-Brunswick. Depuis septembre 2019, le Nouveau-Brunswick a retiré les cours de mandarin offerts par l'Institut Confucius dans les écoles primaires de la province. C'est toute une saga en fait qui a eu lieu. En février 2019, une dizaine d'années après que l'Institut Confucius soit installé au Nouveau-Brunswick, le ministre de l'Éducation recevait des plaintes concernant la censure des enseignants chinois en salle de classe. Un enseignant, par exemple, ne donnait pas le droit aux étudiants de poser des questions sur Taïwan. Le ministre de l'Éducation avait alors signifié son intention de rayer cette organisation du système d'éducation. Le consul général de Chine au Canada a aussitôt sollicité une rencontre avec lui. Il l'a même invité à aller en Chine pour voir le bureau de la direction mondiale de l'Institut Confucius. Le ministre de l'Éducation a refusé l'invitation. L'ambassade chinoise au Canada a ensuite répliqué en disant que les échanges et la coopération entre la Chine et le Nouveau-Brunswick dans divers secteurs d'activité pourraient être négativement touchés. Puis, sur un ton plus menaçant, que si les relations d'amitié sont endommagées, ça pourrait non seulement compromettre la volonté des entreprises chinoises à s'établir ou à poursuivre leurs activités dans la province, mais elle pourrait aussi réévaluer la crédibilité de ce gouvernement. Or, la Chine est le troisième marché d'exportation du Nouveau-Brunswick, qui expédie notamment de grandes quantités d'homards. L'ambassade a enjoint le ministre de l'Éducation à revenir sur sa décision, mais ce dernier ne craint pas les menaces de représailles économiques. Il rétorque à propos des enseignants que ce sont des représentants du parti. Ils sont payés par une organisation qui s'appelle le Hanban, qui est liée au ministère de l'Éducation, qui est liée au comité central du Parti communiste. Pour lui, c'est un appareil de propagande qui véhicule des valeurs qui ne sont pas partagées par la population du Nouveau-Brunswick. Il persiste et signe. Un documentaire intitulé « Au nom de Confucius », sorti en 2017, lui avait déjà en quelque sorte donné raison. Le film explore comment les instituts Confucius exportent la propagande chinoise. Il montre des enseignants qui font apprendre aux enfants des chansons qui font l'éloge du Parti communiste chinois. Il montre que les discussions sur la démocratie sont découragées. Une ancienne enseignante de l'Institut Confucius à l'université McMaster dit dans le documentaire que dans mon contrat d'enseignement, il était stipulé que je devais défendre la réputation et l'image de la Chine dans le monde. Nous sommes considérés comme des représentants du gouvernement chinois à l'étranger. Je pense vraiment qu'on peut parler ici de propagande.
Bref, la décision du ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick n'était pas sans fondement. Dans les mêmes mois, le British Columbia Institute of Technology, qui en 2006 avait été le premier partenariat canadien avec un institut Confucius, mettait fin à sa relation avec l'organisme chinois. Le symbole est évocateur. Aux États-Unis, le gouvernement force même les universités à choisir entre l'argent chinois et celui du département de la Défense. Le Québec et le Canada demeurent encore partagés sur leurs sentiments vis-à-vis des instituts Confucius. Certains refusent d'y voir quelque forme de propagande que ce soit, alors que d'autres demeurent plus inquiets. Car il est tout à fait probable que la promotion inoffensive de la culture et l'avancement des intérêts géopolitiques coexistent ensemble au sein des instituts Confucius. Les enseignants ne sont certainement pas tous des personnes malveillantes. Cependant, au nom de la liberté d'expression et de la liberté académique, le Parti communiste chinois a-t-il vraiment sa place au sein des écoles, cégeps et des universités québécoises? C'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre est un média 100% indépendant financé exclusivement par les contributions de ses membres. Si vous croyez que ces capsules sont importantes, vous pouvez nous aider en cliquant « J'aime », en partageant avec vos amis ou encore en devenant membre exclusif. Pour seulement 3 $ par mois, vous avez accès à une capsule à chaque semaine et nous permettez de produire encore plus de contenu de qualité.